Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo. Que cela soit dans leur droit ou non, je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré, que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement, que les convictions les plus assurées s'opposent à de pertinentes objections, qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prône le statu quo. C'est cela la démocratie. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Bonjour les auditeurs de Radio Téléforum. Bienvenue à nos invités qui auront l'occasion de se présenter dans cette émission La Tribune des leaders. Aujourd'hui, nous avons M. Benjamin Tungamani et M. Alexis Miayuku. Monsieur, à vous de vous présenter. Monsieur Benjamin Tungamani, je suis un militant politique donc des premières heures et j'essaie d'apporter le plus possible de mon expérience par l'intermédiaire de la plateforme contre la corruption et contre l'impunité, parce que j'estime qu'au Congo, ces deux problèmes sont un véritable problème. J'ai assisté à l'histoire du Congo et j'essaie d'apporter mon témoignage, tout simplement. Monsieur Alexis Miayuku. Oui, Alexis Miayuku, merci d'ailleurs à Radio Forum d'être jusqu'ici en France pour nous écouter. Alexis Miayuku, j'ai été ancien parlementaire de transition 91-92 au Conseil supérieur de la République et également ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, le Premier ministre de transition. Pour ceux qui me connaissent encore plus, savent que j'ai été longtemps secrétaire général de la Chambre nationale du commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. La première question, je demanderai vos réactions par rapport au discours du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Quelles sont vos impressions ou quels sont vos sentiments? La parole à M. Miayuku, M. Tungamani, à vous. Je vous laisse la parole, M. Miayuku. Oui, voilà, parlons de ce discours. On peut résumer pour l'essentiel ce discours à la tromperie historique. M. Sassou Nguesso a choisi de faire une analyse comparée entre la période de 15 ans, sans compter les 5 ans avant de sa transition flexible, et la période de 5 ans du président Lissouba. Donc on se rend bien compte qu'il y a disproportion déjà, en termes de nombre d'années, mais également il y a falsification totale de la réalité historique. Donc on va dire que c'est un discours qui, quelque part, est un discours campagne, est un discours de pré-campagne pour son bilan. Et moi je suis heureux qu'il ait enfin posé le problème du bilan. Heureux parce que je sais que dans son bilan, il a oublié le nombre de tués sous son règne. Il a oublié
les milliards qui s'envolent, qui se sont envolés sous son règne. Donc son bilan devrait être complété par le bilan en crimes humains et en crimes économiques. Je pense qu'on aura un grand bilan. Et M. Benjamin Tungamani? Oui. Vous savez, moi, ce qui me gêne dans ce discours de M. Sassou, c'est le fait que M. Sassou ne respecte pas les rendez-vous. Si j'étais président de la République, devant l'impasse où se trouve le Congo, j'essaierais de répondre tout simplement à ce qu'attendent mes concitoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent des Congolais à l'heure actuelle? On a commencé un débat qui n'a rien à voir avec la réalité. Les Congolais sont dans la misère. Quand il nous dit effectivement qu'il y a 6% de chômeurs, etc., bon, nous allons mettre ça à côté, je ne vais pas faire le contre-bilan, ça pose un problème. Je dis tout simplement que M. Sassou ne saisit pas les occasions pour répondre aux Congolais par rapport à l'angoisse que les gens ont, par rapport à l'angoisse que les jeunes ont. Vous voyez ce jeune-là qui a 20 ans, qui ne sait même pas vers où il doit aller, qui ne sait même pas de quoi sera fait demain. Et il écoute un discours. Quand il y a eu la fin de l'année passée, M. Sassou nous a dit de travailler. Bon, travailler, il faut encore avoir du boulot. Et aujourd'hui, qu'il y a un problème délicat, qui est un non-problème, je peux vous le dire, le problème de la Constitution, tous les Congolais attendaient que M. Sassou Nguesso dise un mot de ce qu'il veut faire. Il y a eu un silence complet. Donc moi, j'ai tout simplement, c'est un non-événement. On va y revenir par rapport à la Constitution. Ma deuxième question, quel est votre regard sur le dialogue de Sibiti ou sur les différents dialogues qui sont passés au Congo pendant la présidence du président Sassou Nguesso? Parce que le dialogue, il y en a eu, notamment le dernier Sibiti. Quel est votre regard là-dessus? Vous savez, le mot dialogue arrive lorsqu'une famille a des problèmes, lorsqu'on a défini quels étaient les problèmes, la famille se réunit pour essayer effectivement de régler un problème. Mais je pose la question à M. Sassou Nguesso, qui nous dit en même temps que le Congo marche bien, que l'économie marche bien, que la sécurité marche bien. Alors, pourquoi va-t-il au dialogue alors que le seul problème qu'on lui demande, c'est tout simplement qu'il est en face d'une constitution, qu'il respecte la constitution? Le fameux dialogue, il l'aura en 2016. Les Congolais vont se poser la question, après M. Sassou Nguesso, qu'on se dira, M. Sassou Nguesso a fait son temps, et par la suite, nous allons pouvoir nous réunir pour pouvoir parler. Donc je pense que tous les dialogues, soit le dialogue de Sibiti, soit c'est les niveaux, moi j'estime que c'est encore une fois des non-dialogues. C'est pas que je sois négationniste, c'est pas ça le problème. Mais je pense quand même que lorsqu'on pose un diagnostic, lorsqu'on pose un remède, le remède doit tenir compte de la maladie qui existe. Quelle est la maladie actuelle? Où M. Sassou Nguesso nous dit que le pays ne marche pas bien, à ce moment nous disons effectivement qu'il a failli complètement, et il a failli complètement, lorsqu'on tire les conclusions, où il nous dit effectivement qu'il y a un dialogue. Moi je ne crois ni au dialogue de Sibiti, ni en celui des Veaux, et tout à l'heure je vous dirai pourquoi effectivement je pense que les véritables problèmes sont ailleurs. J'aimerais bien, sur cette question du dialogue, admettons, tant soit peu, que cela soit admissible, qu'il convoqua les Congolais à discuter. Mais, alors, dialogue suppose deux personnes qui se parlent, des personnes qui se parlent, sinon c'est un monologue. Alors, qu'en penser lorsqu'on sait qu'il prépare tout seul un comité préparatoire par décret? Quand il choisit les siens, ceux qui partagent la misère du Congo, ceux qui sont les fossoyeurs, il les choisit pour faire un entretien avec eux. Quand il prépare sa liste avec des partis plus ou moins invention de dernière heure, des associations multiples, et pour les mettre ensemble, discuter des enjeux du pays, des enjeux d'aujourd'hui. Je pense que là, il y a quelque chose de déroutant. Le déroutant parce que vous avez la classe politique congolaise qualitativement, il y a quand même tous les partis qu'on a connus à la conférence nationale souveraine, il y a tous les partis qui ont une existence lointaine, qui n'ont pas été à ce dialogue. Mais plus tard, il nous montrera la stratégie parce qu'il applique quand il remanie son gouvernement récemment. Tout comme au dialogue, on a eu des participants qui répondaient au nom d'un certain nombre de partis, sans avoir été mandatés par leur parti.
Nous avons un parti, le pape par exemple, qui va avoir un représentant au dialogue, le pape du parti de M. William Ota, qui ne connaît pas mais qui signe au nom du pape. Nous avons plusieurs partis comme ça où les dissidents se réclamant de ce parti sont présents à un dialogue alors que les structures dirigeantes du parti ne les ont pas mandatés. Il s'agit là d'une pire escroquerie et d'un processus d'avalisation, un processus en fait d'aliénation de la classe politique. Et là, je pense que c'est quand même un moment regrettable. Finalement, si à vous entendre, vous n'êtes pas du tout d'accord de ce qui s'est passé à Sibiti, au soi-disant dialogue de Sibiti. Eh oui, je voulais profiter de l'occasion pour vous dire qu'en décembre, nous avons organisé un meeting à Paris qui avait pour thème « Non au dialogue à la sauce PCT ». Non au dialogue à la sauce Sassou Nguesso. C'était le thème de notre meeting le 13 décembre à Paris. Voilà. Mais quand tu dis nous, il faudrait peut-être que Stéphie puisse spécifier pour nos auditeurs qu'il s'agissait bien du dialogue, du meeting organisé par les Assises nationales du Congo. Et les forces vives. Et les forces vives de l'extérieur. C'est important, je pense. Et le débat national actuel est-il à la hauteur des enjeux politiques que pose la fin du mandat du président Sassou? Monsieur Benjamin Togamani. Mais pour répondre à cette question, il faut déjà qu'on puisse définir quels sont les véritables enjeux actuels qui sont en train de se poser, avant de savoir si ce que pose l'opposition, ce que pose le pouvoir, répond et en phase avec les véritables enjeux qui sont en train de se poser à l'heure actuelle. Je vais, encore une fois, descendre à un niveau tout à fait de tous les jours, parce que c'est cela, nous sommes en train de parler, non pas seulement pour la classe politique, nous sommes en train de parler pour le Congolais lambda, pour expliquer, pour mettre ce Congolais justement dans toute la dynamique que nous voulons créer à l'heure actuelle. Pour les populations, le problème se pose en quels termes? Les populations veulent être heureuses. Elles estiment quand même que le Congo, après avoir eu 15 ans de prospérité par rapport aux rentrées pétrolières, avait le droit quand même de proposer à son peuple quelque chose de digne. Or, à l'heure actuelle, sans que je lance dans une litanie qui finalement est devenue habituelle au niveau de Brazzaville, le peuple se rend compte que le peuple n'a rien. Les élèves n'ont rien, les jeunes ne savent pas ce que sera demain. Aujourd'hui, le paysan ne sait pas vraiment s'il peut profiter du pétrole qu'il peut y avoir, et pendant ce temps, le clan, au niveau du pouvoir, a une position vis-à-vis des populations qu'une position insultante à l'heure actuelle. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde voit les 4-4. À titre de rappel, je vous rappelle qu'un 4-4, c'est une école. Un 4-4, c'est un hôpital, c'est un dispensaire. Et les gens de pouvoir se baladent avec ça. Donc pour revenir à mon sujet, je dirais que pour les populations, 2016 doit être la fin d'un système et le départ de quelque chose de tout à fait nouveau. Allons maintenant au niveau de la classe politique. Je sais qu'il y a une redistribution qui est en train de se faire au niveau de la classe politique, puisque nous voyons très bien qu'il y a des gens qui ont appartenu hier à la majorité présidentielle, qui sont en train de rejoindre la grande dynamique, c'est tant mieux. Les autres problèmes que ça pose, on en parlera par la suite. Mais disons que la classe politique estime effectivement qu'il faudrait qu'on reparte dans une autre dynamique. Une dynamique qui pourra permettre effectivement aux hommes politiques d'être en phase avec leur population. Mais il y a une troisième donnée, c'est nous. Pour nous, c'est quoi ce mouvement? Cette grande chose qui est en train de se faire. Nous estimons que 2016 doit être le point de départ de quelque chose d'autre. Il doit y avoir une rupture systémique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse repartir vers un système qui fera que demain, le problème de la corruption, le problème de l'impunité, le problème du développement et le problème des institutions au service de la population soient opposés. Donc voilà en fait les trois données qui sont importantes pour les populations, pour les hommes politiques et même pour la diaspora, les grands enjeux posés par 2016. Maintenant, est-ce que les hommes politiques, tels que nous sommes en train de le faire, répondent à cette question? C'est un autre problème. Monsieur Lassimaïkou. Oui, j'aimerais dire sur 2016,
Pour notre part, c'est souvent, on a la coutume de dire que 2016 doit être un moment où une parenthèse doit se fermer. Laquelle parenthèse a commencé le 15 octobre 1997. C'est-à-dire la parenthèse d'un régime d'exception. On a souvent perdu de vue que l'accession de M. Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 s'est réalisée en violation de la Constitution du 15 mars 1992. Rien, en tout cas rien, ne permettait à Sassou Nguesso de prendre le pouvoir, même s'il sortait victorieux d'une guerre. Il y avait des institutions établies. Et cette constitution de 1992 disait que quiconque prendra le pouvoir par la force s'exposait à la résistance du peuple. Et on peut faire un rapprochement. Le peuple congolais a entendu parler de Pinochet. Il y a beaucoup de similitudes entre le cas du Congo et celui de Pinochet, de Sassou et Pinochet. 17 ans de service, 17 ans de prise de pouvoir, par la force. Mais à l'issue du régime de Pinochet, ça a été qualifié d'un régime d'exception. Et ça s'est arrêté. Lorsque ce type de régime d'exception meurt, on va vers un autre modèle, un autre ordre juridique. Et normalement, on doit revenir à l'ordre ancien. Donc on peut penser que 2016, qui est le point véritable, le point de rupture, comme disait tout à l'heure Benjamin, le véritable point de retour pour les Congolais, parce que 2016, c'est avant tout quoi? Sortir de l'état de régime d'exception qui a favorisé des inégalités. Là, je voudrais rappeler que récemment, le pape François, qui parle des inégalités dans le monde, des souffrances des populations, nous rappelle en substance qu'il n'y a pas que le terrorisme, il n'y a pas que la terreur, les meurtres qui sont la cause des malheurs des peuples, mais il y a aussi l'existence des structures injustes, des structures économiques injustes qui justifient aujourd'hui le malheur des peuples. Alors, ce qu'on peut retenir de 2016, c'est que nous sommes à la croisée de l'histoire du Congo, parce que pour la première fois, nous avons un régime qui va finir, naturellement. Depuis l'indépendance, aucun régime n'est arrivé à son terme de façon naturelle. C'est la première fois dans notre pays qu'un président va épuiser les mécanismes que prévoit la Constitution. 2 mandats, au-delà desquels il doit partir. Et donc, voilà pourquoi nous disons, cette Constitution, même si nous ne l'aimons pas, nous ne l'avons pas aimée, mais nous l'avons appliquée, nous l'avons respectée. Aujourd'hui, 2016 est un moment de rupture. Il s'agit donc désormais, pour les Congolais, de retrouver le chemin de la cohésion nationale, le chemin du redressement national, mais également un grand rendez-vous historique parce que le Congo n'ira pas plus loin s'il n'y a pas eu entre les Congolais une nouvelle rencontre. Moi, souvent je dis, une deuxième conférence nationale qui va achever la conférence nationale, la première de 1991. Il faut que les Congolais se retrouvent parce que 2016, c'est aussi le moment où on pourra retrouver les enseignements de Mandela, se tendre la main, mais après, vérité, justice, réconciliation. On doit comprendre, on ne peut plus faire du recyclage de la classe politique, comme ce fut le cas en 91-92. L'après Sassou doit représenter un nouveau destin pour le Congo. Et vous voyez-vous bien, tout à l'heure je vous parlais de Pinochet. Ça c'était pour expliquer comment il accède au pouvoir. Comme Pinochet, il instaure un régime qui bafoue le régime qui était là. Mais aujourd'hui, c'est encore pire, parce que ce que Sassou nous prépare, c'est de nous montrer qu'il est dans le cheminement de Kim Il-sung, en Corée du Nord. Il veut créer sa succession. Tout ce tralala qu'il nous a raconté, tout son discours, qui est très faux d'ailleurs sur le plan de la vérification statistique de ce qu'il a raconté, mais l'enjeu pour Sassou, c'est instaurer un régime à la Poutine, je veux dire, mais c'est surtout à la Kim Il-sung. Sassou s'en va, c'est son fils qui le remplace. Au cas où son fils n'est pas capable de le remplacer, c'est quelqu'un des siens qui le remplace
Et lui, il manœuvre en étant toujours, en fait, le tenancier principal du pouvoir. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a organisé le pays dans ce sens. La justice, ce sont ses parents, ses amis. Depuis le Conseil constitutionnel jusqu'aux tribunaux. L'administration locale, les préfets, les sous-préfets, ce sont ces, comment on dirait même, ces sujétis, assujettis. Ces sujets. On peut continuer. L'armée. L'armée. Le nombre de généraux nommés depuis 1997. Faites l'équation, tous les Congolais le savent, tous les Congolais le voient dans la rue, que l'armée est aujourd'hui 60% des généraux sont originaires, 60 à 80% des généraux nommés, enfin 60% de ceux qu'il a nommés lui, sont originaires de la contrée environnante d'Oyo. La cuvette, il faut le dire. De la cuvette. Mais la cuvette, quelle cuvette? La cuvette qui s'approche de l'Alima, les pays de l'Alima. Que peut-on dire d'autre? Les ambassadeurs dans le monde. Vous pouvez les compter. Ceux qui sont dans les grands pays, ils sont choisis, non pas sur la base de leurs compétences, mais sur la base de l'allégeance au système. C'est vraiment des gens fraîchement évolus du système PCT. Alors, Brazzaville, parlons-en. Pointe-Noire, parlons-en. Où sont les jeunes qui représentent les 6% qu'il a évoqués? C'est grave, très grave. 6% de chômage au Congo. Alors que les dernières statistiques du PNUD en 2014 parlaient de 53% de la population active. De chômage, par exemple, on peut imaginer que certainement le président Sassou a lu les fiches d'emploi, les ordres, parce que certainement qu'il avait donné des ordres que aucun enfant d'Oyo ne doit être au chômage, aucun enfant de la cuvette ne doit être au chômage. Et comme ça, on lui a rapporté les statistiques d'Oyo, les statistiques des gens de sa famille. Effectivement, dans sa famille, certainement, il n'y a même plus de chômage, puisque les sans-emploi de sa famille sont nommés à des hautes fonctions d'État. Alors que tout le Congo, le reste du Congo, Sassou ne le connaît pas. Sassou ne sait pas. Pointe-Noire, prenons la ville de Pointe-Noire, Sassou ne sait pas. Alors, nous avons là donc une lecture partielle et partielle, volontairement entretenue, une autocongratulation. Nous savons que les cadres du Congo, même des plus intègres qui travaillent au Congo aujourd'hui, ne peuvent rien devant le diktat du pouvoir en place. Lorsqu'ils sont militaires, lorsqu'ils sont gendarmes, des cadres honnêtes, ils ne peuvent rien lorsque les recrutements sont faits sur liste, depuis le palais. Ils ne peuvent rien. Ils subissent eux aussi cette torture. Nous le savons lorsque les entreprises recrutent, mais nous le savons aussi lorsqu'il y a des concours. Prenons le cas de l'école des enfants de troupe. Est-ce qu'on peut dire que tout se passe comme il devait? Non. Nous savons qu'à Brazzaville, il y a plein de jeunes, à Brazzaville, de jeunes filles qui souhaiteraient faire carrière à la police, à la gendarmerie, et qui auraient aimé être recrutées naturellement comme les autres. Mais d'où vient-il que la majorité des jeunes dans les quartiers sont dans la rue? Et on l'a vu, on le voit, lorsque les jeunes manifestent dans la rue, on le voit. Voilà. Donc nous considérons que nous sommes là devant un système très injuste. Les réalisations économiques ne sont pas forcément du développement. En fait, c'est la poudre aux yeux des populations. Tout n'est pas développement. Tout investissement, il y a des investissements improductifs. Lorsqu'on a construit des maisons de préfets, ce n'est pas du développement. Lorsqu'on a construit le palais du président partout, il y a eu une municipalisation accélérée, ce n'est pas du développement. Lorsqu'on commande des tables-bons, 240 000 tables-bons à l'extérieur du Congo, on importe des tables-bons, on veut tuer les menuisiers du pays. Parce que les menuisiers du pays qui auraient pu avoir là une source de revenus, ne vont pas l'avoir. Mais c'est fait exprès parce qu'on ne veut pas que les populations, les vraies, soient bénéficiaires du progrès, soient bénéficiaires de la manne du pays. Et on peut en parler longtemps, mais ça se résume à un seul mot, Sassou doit partir. Et le Congo se retrouvera après lui. Moi, il y a une réponse que je voudrais donner à la question que tu as posée. C'est une question qui est très importante. La fameuse question de la paix. Bon, la première chose que nous pouvons affirmer, ça tout le monde le sait,
la paix, ce n'est pas seulement une situation de non-guerre. Ça s'appelle la paix des cimetières. La première affirmation que je veux faire à Sassou qui nous dit que c'est le seul homme qui peut garantir la paix. Avez-vous vu au Congo un seul conflit dans lequel le nom de M. Sassou Nguesso ne soit pas cité? Je vous mets au défi de me parler de ça. Ngouabi, la situation de la mort de Ngouabi qui a déstabilisé le Congo entier. Y avait-il le nom de Sassou? Oui ou non? Il y avait le nom de Sassou. Parlons de 97 quand il y a eu le coup d'État. Parlons même des ninjas. Quels sont les premiers responsables qui ont livré les armes aux ninjas? Ce n'est pas M. Sassou Nguesso. Parlons de 97 du coup d'État. Ce n'est pas M. Sassou Nguesso. Non, je vous pose la question de savoir tout simplement de me citer un conflit qui a eu au Congo où il n'est pas M. Sassou Nguesso. À l'heure actuelle, j'ai entendu M. Ngolo, secrétaire général du PCT, nous dire que l'opposition, donc nous par la même occasion, parce que je me réclamais de l'opposition, que nous étions en train de préparer les conditions pour la guerre civile. Comme si le fait de dire non au changement de la Constitution était un élément suffisant pour faire la guerre. Mais au Congo, qui a les armes? Qui sait qui a les armes au Congo? C'est pas M. Sassou Nguesso? Est-ce que l'opposition a des armes? Est-ce que M. Landa a des armes? Non, je ne pense pas. Donc je pense que ce problème de la paix est un gros piège dans lequel on veut mettre tout le monde en disant que seul M. Sassou Nguesso est capable de garantir la paix. Il y a une anecdote que je vais vous raconter, même en termes tout simplement de ce que les populations peuvent estimer comme être quelque chose d'important. M. Mitterrand I passe. Qui est président au Congo? M. Sassou Nguesso. M. Mitterrand II est au pouvoir. Qui est président au Congo? M. Sassou Nguesso. M. Chirac I est président en France. Qui est président au Congo? M. Sassou Nguesso. M. Chirac II est au pouvoir. Qui est président au Congo? M. Sassou Nguesso. M. Sarkozy I est au pouvoir. Qui est président au Congo? M. Sassou Nguesso. M. Hollande arrive et qui est président au Congo? M. Sassou Nguesso. On a l'air de nous faire comprendre, des gens comme les Manoukou et les autres, hein, Manoukou qui est président, je crois, du PCT au niveau du pôle, enfin, bref, a l'air de nous dire effectivement que Sassou Nguesso, c'est la grande chance du Congo. Sans Sassou Nguesso, rien n'est possible. Je vais vous dire, dans la vie de l'UCM démocratique, on a prévu deux choses. La première chose sont les élections, ça s'appelle un verrou. C'est-à-dire que si le peuple a mal choisi son président, dans les élections prochaines, ce peuple peut arriver par les élections à pouvoir le gérer. Premier verrou. Le deuxième verrou, c'est celui du nombre de mandats. Si le peuple s'est trompé et si éventuellement une autre élection n'arrive pas à changer le président, il y a le nombre de mandats qui permet à tous les Congolais de pouvoir essayer. Droit dans les yeux, je parle aux Congolais, je parle aux intellectuels, je parle à l'homme de la rue. Vraiment, vous êtes persuadé que le seul homme qui est censé apporter le bonheur au niveau du peuple, c'est Sassou Nguesso? Et qu'est-ce qui va se passer quand Sassou Nguesso va mourir? Donc, tout ça, c'est un développement dans lequel les gens ne doivent pas tomber. Je pense que c'est un piège grossier et étendu en nous donnant l'impression que M. Sassou Nguesso est le sauveur au niveau du pays et que sans lui, rien n'est tout à fait possible. Je vous dis tout de suite, je vous dis que le problème de la paix au Congo, comme le problème du fameux goût du sang. Vous vous rendez compte, un président qui fait un discours à une région et qui nous reparle encore du goût de sang, et vous estimez que ce président est le président de la paix? Non, moi je n'y crois pas. Je dis tout simplement, le problème de la paix est un épouvantail qu'on est en train de secouer, notamment pour certaines régions qui ont connu les problèmes de la guerre, pour leur dire, si vous continuez à aller dans ce sens-là, nous avons les armes et nous pouvons faire la guerre. Donc pour moi, c'est un non-problème. D'ailleurs, je relève d'ailleurs, c'est terrible parce que en fait, le Congo n'a la paix que quand Sassou Nguesso est au pouvoir. Mais il ne peut pas se faire un coup d'État contre lui-même. C'est pourquoi il y a la paix. Lorsqu'il est au pouvoir, c'est lui qui habituellement perturbe les autres. Mais comme il est au pouvoir, il ne peut pas se faire un coup d'État contre lui-même, il y a la paix. Mais c'est une fausse paix. Il faut le souligner. Que les Congolais ont été conduits à juger la paix en fonction simplement des morts par fait d'armes militaires. Mais les faits d'armes militaires, c'est pas là où le Congo a le plus de morts.
lorsqu'on néglige les hôpitaux, lorsque les Congolais pour se soigner doivent manquer de 3 000 francs pour être admis à un moindre service hospitalier, lorsqu'ils ne peuvent pas payer les ordonnances, c'est le nombre de morts. Hier encore, j'entendais parler de cette morgue qui est luxueuse à Brazzaville. La morgue est devenue le lieu le plus intéressant pour la ville de Brazzaville parce qu'il y a trop de décès. Et les décès par défaut de soins, les décès par d'ailleurs un peu la déstabilisation des familles que pose la question de la pauvreté. Des familles où les filles sont condamnées à parcourir les rues de Brazzaville pour nourrir les leurs. Vous êtes dans une situation où les cadres partis à la retraite il y a 10 ans, les bons cadres congolais partis à la retraite il y a 10 ans, sont obligés aujourd'hui de quémander, ont des enfants qui ne peuvent pas aller aux études. Le Congo, la paix de Sassou, c'est cette paix où le poule a été détruit en 98, 99, 2000. Nous avions des générations d'enfants qui avaient 6 ans, 10 ans à ce moment-là, qui n'ont pas pu repartir à l'école. Et qui, aujourd'hui, en l'âge de 25 ans, 23 ans, n'ont pas connu l'école. C'est le chômage chronique pour ces enfants-là. Le véritable danger de la République, c'est celui-là, où on a déstructuré les familles, à tel point qu'aujourd'hui, ils nous ont fait l'illustration. Comment peut-il parler d'un homme de paix pour la nation s'il ne peut pas assurer la paix d'une famille, celle de Kolela? Lorsque la paix d'une famille comme celle de Kolela, où un grand frère et un petit frère vont s'entretuer, c'est lui, sous son égide, c'est lui qui commande ça. Il commande donc qu'une famille se déchire. Comment quelqu'un qui ne peut pas assurer l'unité d'une famille peut-il assurer l'unité d'une nation? Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous. Changement, disons nos restons vigilants.